Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores avec votre rendez-vous hebdomadaire du menu crowdfunding dans lequel on va suivre, comme d'habitude, les projets actuellement en financement participatif, Kickstarter, GameFound, Ulule, etc. Cette semaine encore, on est sur une petite semaine avec très peu de nouveaux projets vraiment significatifs. Donc, on a des chances d'avoir une vidéo relativement courte, comme celle de la semaine dernière, vers 1h15, 1h20 peut-être. On va essayer de respecter ces standards-là, standards qui sont propres aux semaines relativement légères en nouveaux projets. Je ne vous promets pas de tenir ce rythme-là à l'avenir non plus, mais bon, on verra. Comme vous en avez l'habitude maintenant, on part sur une vidéo en 4 parties avec les projets annulés, les projets en suivi depuis les semaines passées, ensuite les mentions honorables parmi les nouveaux projets et enfin les projets un peu plus significatifs de la semaine que je présente un petit peu plus en détail. Sachant que cette semaine, ces 4 parties seront amputées de la première puisqu'il n'y a pas de projet annulé cette semaine. Sur ce, c'est parti. On commence par le petit point habituel sur la chaîne. La semaine dernière, je l'avais un petit peu oublié, mais bon, je l'avais fait en conclusion. Cette semaine, on est à 129 abonnés, donc plus 21 depuis la semaine passée. Donc, on continue à avoir des résultats relativement positifs semaine après semaine, ce qui est plutôt agréable. Et comme vous avez peut-être pu le voir déjà, on a sorti une nouvelle émission, un premier épisode d'une nouvelle émission intitulée Sur le pouce, et dans laquelle on vous présente simplement des pensées et réflexions sur le monde du jeu de société en règle générale. Et dans ce premier épisode, on parle un petit peu des jeux Legacy qui se veulent rejouables, qui sont censés avoir une sorte de mode éternel qui permet de jouer après la fin de la campagne, et ce qu'on en pense en fait. Du moins ce que j'en pense, que Xavier est encore en vacances en France pour le moment. Donc, je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas encore fait, et j'espère que cette nouvelle série vous plaira, même si pour ceux d'entre vous qui suivez la chaîne majoritairement pour le menu crowdfunding, ce qui veut dire que vous êtes des joueurs plutôt expérimentés, ça vous apportera peut-être assez peu de nouvelles informations, mais ça pourrait éventuellement faire naître des discussions intéressantes. Et sur ce, on se lance dans le suivi des projets des semaines passées. Dernière apparition de The Road, le jeu de Youssef Fari avant la fin de la campagne, puisqu'il reste 37 heures, donc un peu moins de 2 jours, avec actuellement 515 contributeurs pour les 1000 copies supplémentaires du jeu. À l'heure actuelle, on est donc à 515 contributeurs, donc rien de très nouveau, il n'y a pas de stretch goal, etc. Donc on passe rapidement. On continue avec Finders Creepers, à l'esthétique assez particulière. Ils ont changé un petit peu de fond, ça a l'air un peu plus post-apocalyptique que par les semaines passées, alors qu'il s'agit, comme on avait pu le voir récemment, d'un jeu qui reprend un petit peu le plateau de Monopoly, si on veut, avec bien sûr des différences de gameplay assez significatives. Petit jeu familial de 15 à 45 minutes pour 2 à 4 joueurs. Il reste 60 heures à la campagne pour actuellement 73 contributeurs, ce qui est assez peu, et le projet n'est pas encore financé. Ça devrait pouvoir se faire, mais ce n'est pas encore garanti. Prochain projet, il s'agit de Excavation Earth avec son extension It Belongs in a Museum. Excavation Earth était la semaine dernière à 1550 contributeurs. On a fait un plus 300 pour arriver à 1870 à 3 jours de la fin de la campagne pour cette seconde extension au jeu Excavation Earth par David Turchi de chez Mighty Boards. Voilà, donc rien de très spécial, pas de grosses nouveautés par rapport à la semaine passée. Donc, on ne va pas prendre trop de temps non plus. Non, rien de spécial. Du coup, on passe directement au suivant. Et le suivant, c'est Almanac Crystal Peaks. Donc, second épisode de la série Almanac. Cette fois-ci, il reste 3 jours et nous sommes à 535 contributeurs contre 400 environ la semaine passée. Tous les stretch goals ont été dévoilés et atteints. Donc peut-être si on peut y faire un petit tour. Je les ai déjà passés, je pense. Voilà, les voici. Donc des nouvelles cartes de contrat. D'accord. Des cartes de rencontre également. Nouveaux contrats, nouvelles rencontres. Ok, donc c'est toujours de nouvelles cartes qui viennent un peu enrichir le jeu, mais sans grande nouveauté. Donc voilà pour Almanac Crystal Peaks de chez Colossal Games. Il reste 3 jours. Si vous êtes amateur de
placement d'ouvriers avec des petites variantes à chaque partie, enfin chaque manche, qui viendront apporter un peu plus de variabilité, ça peut être un jeu intéressant. On passe à Masters of the Universe, Fields of Eternia, donc le fameux jeu des maîtres de l'univers. On était à 4300 backers la semaine passée, 4723, donc une augmentation relativement légère malgré tout. On aurait pu penser un peu plus. Ceci dit, 4700 backers seulement sur l'Europe, puisque le jeu n'est pas disponible en Amérique du Nord pour une raison que je n'ai pas cherché à savoir. C'est déjà pas si mal quand même, malgré tout. D'autant que c'est une licence qui est quand même un petit peu moins populaire par chez nous que de l'autre côté de l'Atlantique. Même si moi, je serais plutôt de l'autre côté du Pacifique, puisque je suis au Japon. Mais bref, aucune importance. Pour les stretch goals, comme je l'avais dit la semaine dernière, bon, il s'agit de nouveaux personnages à chaque nouveau stretch goal, donc rien de très faramineux, rien de très spécial. Il suffit de suivre un peu pour les amateurs des différents personnages. Vous pourrez aller voir un petit peu de quoi il s'agit. On peut les retrouver sur le côté. Voilà, ici. Donc chaque jour, un nouveau personnage. Donc Fisto, Faker, Mechanic, Mantenas. Bon, je ne les connais pas, comme je vous l'ai dit la semaine dernière. C'est un univers qui m'est parfaitement étranger. On continue avec Dragonbound, Lords of Vala. Et Dragonbound, la semaine dernière, était à 1300 contributeurs. Et désormais à presque 1700, donc on a fait quand même une jolie augmentation à 5 jours de la fin de la campagne, pour un jeu qui a toujours l'air aussi intéressant, avec un gameplay qui pour l'instant me laisse un petit peu circonspect, mais qui a l'air quand même de tenir certaines promesses, avec en plus un certain côté asymétrique selon si vous prenez un dragon ou un général. D'ailleurs, même les deux généraux, les deux dragons ont des différences également, avec ce petit twist qui vous permet éventuellement d'unifier un dragon et un général pour pouvoir utiliser vos forces ensemble, mais il vous faudra par contre gagner plus de points que si vous étiez seul. Un petit rappel aussi également sur le niveau de pledge de base, 49 $, comme je l'avais dit les semaines précédentes. C'est un excellent niveau de pledge. Après, les niveaux supérieurs qui incluent toutes les extensions, ça devient rapidement beaucoup plus cher. Par contre, le niveau de base, 49 $, c'est assez raisonnable et ça vous permet en plus d'avoir l'extension Armies of Blood and Dreams gratuitement alors qu'elle vaut actuellement 45 $, et qui vient se remplir en plus jour après jour de nouveautés qui la transforment presque comment dirais-je, en jeu supplémentaire, comme ils le disent d'ailleurs eux-mêmes, en stand-alone, on pourrait dire. Donc voilà pour Dragonbound, c'est la dernière fois que vous le verrez sur le menu crowdfunding, puisque la campagne se termine dans moins d'une semaine. On devrait pouvoir atteindre les presque 2000 contributeurs, je pense. On continue avec Dino Dodge, qui était à 105 environ contributeurs la semaine passée, 125. Bon, c'est pas un gros succès, hein, évidemment. Et je pensais les retrouver parmi les projets annulés, mais pour l'instant, bon, il semble ne pas vouloir s'orienter vers cette direction. Ceci dit, la campagne ne sera certainement pas financée. À 5 jours de la fin, 125 contributeurs, on est à peu près à la moitié du seuil de financement fixé au début de la campagne. Ça ne devrait pas financer. Ça devrait soit être annulé, soit simplement être une campagne qui n'aura pas trouvé ses contributeurs. On continue avec Tough War, 245 contributeurs la semaine passée, 322 cette semaine, à 5 jours de la fin. La campagne est financée depuis la semaine dernière de toute façon pour ce petit jeu de construction de jardin à 2 joueurs, en face à face. C'est un jeu d'opposition, de confrontation à 2, qui fera le plus beau jardin, sachant qu'on peut pourrir un petit peu son adversaire avec l'action de sabotage et également. Par exemple, vous pourrez ici envoyer une colonie de termites pour aller détruire évidemment les plantes de votre adversaire. Voilà pour Turf War. Présenté il y a 3 semaines, Hizuru arrive à la toute fin de sa campagne. On est sur la dernière ligne droite pour ce jeu japonais en collaboration avec une vingtaine d'artistes du milieu de création de jeux de société japonais, avec une campagne, enfin un jeu même d'ailleurs, qui se crée au fur et à mesure de la campagne. C'était un défi de début de campagne par les créateurs. Et le projet se dévoile au fur et à mesure. On était à 400 contributeurs la semaine passée, on est désormais à 450. Le projet, de toute façon, quoi qu'il en soit, est largement financé. Pour l'instant, on attend encore une update supplémentaire, notamment en termes de gameplay, pour en savoir un peu plus, même si le jeu s'est déjà pas mal dévoilé. Mais la dernière update remonte au 13. On est le 21, le jour où j'enregistre cette vidéo. Donc, il serait bien, d'ici la fin de la campagne, d'avoir une update un peu plus conséquente pour pouvoir assurer la position des backers, simplement.
6 jours avant la fin de la campagne, 451 contributeurs pour Hizulu. Le suivant, c'est Back Council of Backyardia, qui nous provient également du Japon, même si les créateurs ne sont pas japonais. 335 contributeurs la semaine passée, 435 cette semaine, donc un petit plus 100 à peu près une semaine de la fin de la campagne. Alors 436 contributeurs pour une première campagne peut-être? Non, troisième projet pour Patrick Engro. Laissez-moi juste vérifier quelque chose. Non, d'accord, il avait déjà fait quelques jeux avant. Ok, relatif bon score pour ce petit jeu qui passe quand même assez inaperçu, mais pour autant, 436 contributeurs, c'est assez loin du seuil de financement fixé par le créateur. On est à peu près à la moitié de l'objectif de financement, malgré que ce soit un assez joli score, mine de rien, pour un petit jeu d'une petite compagnie. Eh ben, ça risque de ne pas suffire, en fait, simplement, hein. Il en faudrait quasiment le double. Bref, on verra bien ce que donnera la dernière semaine, mais a priori, ça ne devrait pas financer pour cette fois. On continue avec Feuding Foodies, présenté il y a 3 semaines, pour ceux d'entre vous qui voudraient plus de détails. 529 contributeurs, on était à 441 la semaine passée, pour ce jeu de confrontation avec des ingrédients, des légumes, des fruits. Bon, je vous laisse aller voir un peu plus en détail la vidéo d'il y a 3 semaines. Bon, il s'agit un petit peu donc de se mettre des bâtons dans les jambes pendant que les autres font des recettes avec les ingrédients qu'ils auront pu récupérer. Bon, ça ne va pas durer a priori comme ça, mais ceci dit, un assez joli score tout de même à une semaine de la fin de la campagne, 529 pour un jeu de ce type. J'aurais pas pensé voir un aussi joli score. Bon, bravo à eux quand même si moi j'avoue que je ne comprends pas très bien. Présenté il y a 2 semaines également, Cartouche, 305 contributeurs la semaine passée, 374 aujourd'hui, à 6 jours de la fin de la campagne pour ce jeu de pose de tuiles façon Tetris, donc des polyomino devrais-je plutôt dire. Voilà pour Cartouche avec cette thématique un petit peu égyptienne, on va dire. Donc 6 jours avant la fin de la campagne pour vous faire une petite idée éventuellement, sachant qu'il est disponible sur Tabletop Simulator. On continue avec Puppeteer, également présenté il y a 2 semaines, 58 contributeurs la semaine passée, 60 cette semaine, ça évolue très très peu. Et à 8 jours de la fin de la campagne, ça ne devrait pas suffire, loin de là, loin s'en faut, puisqu'on est à peu près au tiers du financement exigé. Donc Puppeteer devrait certainement annuler ou poursuivre jusqu'à la fin de la campagne et échouer simplement son financement. Mais bon, on le reverra peut-être dans les mois qui viendront. Peut-être, ou pas, à voir. Not Enough Mana, désormais, 1564 contributeurs contre 1330 la semaine passée, à 8 jours de la fin. Donc on le verra peut-être encore une fois la semaine prochaine, brièvement, pour ce jeu de boisson, hein, ce jeu d'ambiance entre potes, où on va incarner des sorciers et s'envoyer des sorts offensifs, défensifs, de soutien, en utilisant différents artefacts pour modifier la partie, etc. Et le dernier debout est le vainqueur, évidemment, pour 3 à 6 joueurs, 60 à 120 minutes. Donc un petit jeu de boisson avec un vrai gameplay et un matériel qui est relativement sympa, visuellement parlant. Voilà pour Not Enough Mana. Il vous reste une semaine environ pour décider si vous voulez picoler entre potes et vous jeter des sorts. Petit tour du côté de GameFound avec Legend Academy qui entame sa 3e semaine de campagne. On l'a présenté donc dans la vidéo d'il y a 2 semaines, hein, c'est assez en détail d'ailleurs. Si vous voulez avoir un aperçu un peu plus détaillé, je vous envoie vers la vidéo d'il y a 2 semaines. On était à 2000, petit check, excusez-moi, 2050. On était à 2050 contributeurs la semaine passée pour Legend Academy. On est désormais à 2284. Donc, comme toujours, enfin comme souvent tout du moins sur GameFound, les campagnes qui auraient pu avoir un succès plus conséquent, peut-être sur Kickstarter, ont un petit peu plus de mal à véritablement augmenter sur GameFound. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Ceci dit, c'est quand même une relativement belle campagne. On va voir un petit peu quand même les stretch goals pour voir, puisque la semaine dernière, il nous avait parlé d'un nouveau personnage. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Ah, j'ai l'impression que le vote n'a pas encore été effectué. Ah non, d'accord. Le Free Character Expansion, donc le nouveau personnage gratuit, n'a pas encore été dévoilé puisque le stretch goal n'a pas encore été atteint. Il faut 2500 backers pour pouvoir l'obtenir.
pour que tout le monde puisse en bénéficier. Or, actuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est à 2284 contributeurs, on est un petit peu court. Mais bon, ceci dit, il reste 9 jours à la campagne, ça devrait pouvoir se faire. Pour l'instant, on ne connaît pas l'identité de ce nouveau personnage, même si j'imagine qu'en allant voir dans les updates, on pourrait certainement avoir les différents choix qui s'offrent au vote, aux backers pour le vote en tout cas. Peut-être effectivement. Parce qu'ici, on voit déjà Arthur et Merlin avec une version féminine de Merlin. Bon, je ne vais pas prendre trop de temps. Ah voilà, c'est ici. New character, donc nouveau personnage. Le vote pour l'instant va largement en la faveur de Sherlock Holmes. On aurait également la possibilité d'obtenir Cléopâtre, Annie Oakley, que je ne connais pas, et Thor. Mais pour l'instant, Sherlock Holmes est loin, loin, loin devant les autres. Donc ce serait, si jamais on attend les 2500 contributeurs, on aura certainement un 5e personnage en la personne de Sherlock Holmes. Voilà pour Legend Academy, il reste un peu plus d'une semaine, 9 jours, 2285 backers. Plant-Based Riot, présenté il y a 2 semaines là aussi, 220 contributeurs la semaine dernière, 232, une très très légère augmentation pour ce jeu qui thématiquement ressemble un petit peu à Feuding Foodies dont j'ai parlé il y a quelques minutes. Ceci dit, le financement est déjà atteint pour ce petit projet anglais où, là encore, pour 2 à 5 joueurs, on va essayer de pourrir ses adversaires avec, encore une fois, des légumes, des fruits, etc. Donc, pour des parties relativement courtes de 20 minutes, un jeu familial. Bon, voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à en dire. Coup de cœur de la semaine, il y a 2 semaines de ça, Aridia poursuit son petit bonhomme de chemin, son gros bonhomme de chemin d'ailleurs, puisqu'on est désormais à 7270 contributeurs. La semaine dernière, on était un peu moins de 6500, pardon. Donc, encore une fois, une belle augmentation de plus de 700 contributeurs. On a toujours de nouveaux stretch goals également. Donc, on va aller y faire un petit tour. La page est toujours aussi longue. Il y a beaucoup, beaucoup de détails concernant le gameplay, les personnages, les mécaniques. Donc, allez y faire un petit tour si vous n'êtes pas encore convaincu, si vous découvrez le jeu maintenant uniquement. C'est un projet véritablement très, très intéressant, très ambitieux également. Alors, les stretch goals, où sont-ils? Voilà. Les stretch goals, on avait déjà vu que les elfes étaient maintenant de la partie qu'on pouvait incarner des elfes. Est-ce qu'on avait autre chose? A few moments later. Les voilà, les stretch goals. Alors oui, la semaine dernière, on avait également vu les Felish, donc ces personnages donc, de félins anthropomorphes. On avait vu aussi les dés. On a également donc de nouveaux tokens en bois cette fois-ci pour les tokens de voyage, j'allais dire de travel, de voyage, de déplacement si l'on veut. Ensuite, on aura des petites coupelles en plastique pour pouvoir ranger, enfin mieux disposer les jetons, les cubes, etc. Donc bon, rien de fantastique à ce niveau-là. Ensuite, on a aussi débloqué un Replica Squill. De quoi s'agit-il? Il semblerait que le Squill soit une sorte de monnaie, de ressource dans le jeu pour que les personnages puissent rentrer chez eux. Il s'agira en fait d'une réplique d'un Squill en bois, sachant que pour l'instant, comme ils l'ont dit ici, hein, c'est un placeholder, donc c'est un modèle qui pour l'instant n'a pas valeur de, de version définitive. Ce sera bien entendu modifié, remis à jour dans les jours et mois à venir. On a également maintenant les Fae, donc des nouveaux types de personnages jouables. Et puis, c'est à peu près tout pour ce qui est des stretch goals. Donc voilà, Aridia, très joli succès pour un projet vraiment ambitieux et vraiment cher également. Soyez prêts à mettre la main au portefeuille si vous êtes vraiment tenté, car je vous rappelle rapidement que il vous en coûtera 165 $ pour pouvoir choper le jeu de base. Voilà, pour Aridia, The Path We Dare Tread. On entre désormais dans les jeux présentés la semaine dernière, pas que, mais en voici un en tout cas, avec Route 66, The Mother Road et toute une série d'autres jeux, puisqu'il s'agit en fait ici par Eagle Griffin Games
d'une série de 4, 5, 6 jeux, j'ai oublié d'ailleurs, à propos de la route 66, cette mythique route américaine. On était à 145 contributeurs la semaine passée, plus 100 pour atteindre 250. On est là certainement devant une des plus petites campagnes qu'aura jamais fait Eagle Griffin Games, mais ils l'ont fait malgré tout, car notamment le patron, comment dirais-je, le PDG et sa femme sont fans apparemment de la route 66 et des voyages en voiture, comme pas mal d'Américains d'ailleurs. Voilà pour Route 66, la route 66, la mère de toutes les routes. Présenté il y a 3 semaines, Titans of Eden était un jeu de deck building. Il était d'ailleurs à 260 contributeurs la semaine passée, 295. On devrait pouvoir atteindre les 300 cette semaine, mais ceci dit, ça ne suffira pas puisqu'on est à peu près au quart du financement nécessaire pour ce jeu qui nous vient de Lake Legendaries LLC, premier projet, avec un jeu de deck building qui avait tout ce qu'il y a de plus commun, banal en termes de deck building, qui peut être tout à fait efficace, je ne sais pas trop, qui a une direction artistique pas spécialement folle, mais pas vilaine non plus. Par contre, avec une campagne qui tape un petit peu sur les autres jeux de deck building, et ça, c'est pas forcément très, très élégant. Présenté il y a 2 semaines, Dustbiters atteint les 1606 contributeurs à 11 jours de la fin, alors qu'on était à 1340 la semaine passée. Voilà, donc pour ce jeu qui rappelle un petit peu Mad Max dans l'esprit, ce jeu post-apocalyptique où on va avoir des véhicules blindés et modifiés façon Mad Max et où chacun des joueurs, je crois que c'était un jeu de 2 joueurs d'ailleurs, si je me souviens bien, on essaie de retrouver ça, voilà, c'était ici d'ailleurs, 2 joueurs, 15 minutes, seulement 21 cartes, avec pour chaque carte un véhicule, et chaque véhicule a un effet qui lui est propre. Chaque joueur va aller poser une série de cartes, et selon les effets qui rappellent un petit peu d'ailleurs ce qu'a pu proposer Oriflamme, on gagnera ou perdra une manche, sachant qu'à la fin de chaque manche, une tempête de sable viendra faucher le dernier véhicule de la rangée. Voilà pour Dustbiters, qui fait un très 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 joli score malgré tout pour un jeu qu'on n'attendait pas. Premier projet qui plaisait de la Dustbiters Team, et faire 1606 contributeurs comme ça d'un premier coup avec un jeu qui n'a pas fait beaucoup de publicité, comment dirais-je, de promotion au préalable, c'est un super résultat, donc bravo à eux. Et c'est vrai que ça m'intrigue un petit peu quand même. 21 cartes, un jeu de confrontation à 2 joueurs, ça peut faire partie des jeux qui m'intéresseraient. À voir. Présenté il y a 3 semaines, A Kindly World, ou en VO Subete ga Chotto Zetsu Yasashi Isekai, était à 260 contributeurs, je crois, et désormais à près de 300 contributeurs à 11 jours de la fin pour ce petit jeu donc japonais, vous aurez pu le constater, avec une version française, rappelons-le, avec une direction artistique assez particulière, assez unique, avec des dessins qui nous proviennent d'un mangaka, un artiste, un auteur de manga assez peu renommé parce qu'il produit des mangas qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez l'habitude de voir en règle générale, mais un jeu qui a l'air assez unique dans son atmosphère, avec un gameplay qui est un petit peu moins, certes, mais qui n'est pas dénué d'intérêt. Donc voilà, à vous de voir si ça vous intéresse, sachant qu'on a une version française. Autre gros projet présenté il y a 2 semaines, il s'agit ici de Lands of Galzir, avec un nouveau détour du côté de chez GameFound. On était à 1520 contributeurs la semaine passée, 1700 cette semaine, à maintenant 11 jours de la fin de la campagne. Avec toujours une version française, c'était déjà prévu la semaine dernière pour ce jeu qui nous provient d'ailleurs du créateur de la Vallée des Marchands, entre autres choses, même si ici il s'agit de mécanismes tout à fait différents, d'un type de jeu tout à fait différent, même si on reste dans le même univers, avec d'ailleurs ces mêmes animaux anthropomorphes également. Ici, un peu comme tout à l'heure avec Aridia, jeu monde ouvert, jeu d'aventure avec évolution de personnages, etc., etc. Donc, je vous laisse découvrir un petit peu par vous-même, d'autant que si je me souviens bien, on avait une page en français, oui, ici. Donc, allez découvrir la page en question pour en avoir un peu plus d'informations. Voilà pour Lands of Galzir, à qui il reste donc un peu plus d'une semaine, un petit peu moins de 2 semaines, devrais-je plutôt dire, avec actuellement 1700 backers. Le gros coup de cœur de la semaine dernière, Flamecraft, ce si mignon petit jeu de dragon artisan. On était environ à 7500 contributeurs après quelques jours de campagne la semaine dernière. Une semaine de plus et quasiment le double, avec presque 15 000 contributeurs actuellement, 14 586 pour être exact, à un peu moins de 2 semaines
de la fin de la campagne pour ce jeu de pose d'ouvrier / pose de dragon pour le coup. Et construction de ville. On va ajouter, c'est pas une construction de ville, c'est comment dire, on va ajouter des nouvelles cartes de magasins au sein de la ville. Donc un jeu absolument charmant de par son allure assez unique avec les illustrations de Sandara Tang qui sont magnifiques. On a débloqué pas mal de choses dans les stretch goals, même si les stretch goals sont un petit peu moins sympas que j'aurais pu l'espérer. Bon, pour ceux qui voudraient plus de détails concernant le gameplay et tout ce que j'ai passé un petit peu trop rapidement en revue ici, la vidéo de la semaine dernière est faite pour ça, enfin, est faite pour vous en tout cas, puisque je présente le jeu beaucoup plus en détail. Ici, je vais juste m'appesantir un petit peu sur les stretch goals. Alors, ici, on a les social stretch goals qui sont un petit peu autre chose, mais qui sont intéressants également. Les stretch goals eux-mêmes, on était à peu près à 500 000 la semaine dernière, et donc on a dévoilé essentiellement de nouveaux dragons et de nouveaux magasins, quelques artworks également, même si personnellement ça ne m'intéresse pas outre mesure. Les dessins sont magnifiques, mais des artworks seuls, je ne peux pas les utiliser en fait, donc ça ne me sert pas à grand chose. Et ce n'est pas comme si j'allais les utiliser comme carte postale ou je ne sais quoi. Bref. Donc essentiellement de nouveaux personnages. Oui, une grosse pièce métal aussi pour, me semble-t-il, le premier joueur. De nouveaux dragons. Et puis on a atteint aussi le million hier soir d'ailleurs. Et donc le million nous a dévoilé donc, le dragon de Sandara, donc l'illustratrice elle-même, qui donc fera partie du jeu comme les créateurs d'ailleurs, un solo mode qui vient intégrer donc le jeu, et puis une deuxième peluche en add-on éventuellement, pour ceux que ça pourrait intéresser, sachant qu'il y en avait déjà une. Voilà pour Flamecraft, très très belle campagne décidément pour Cardboard Alchemy. On rappelle rapidement tout de même que la version de base est à 39 $, et si vous voulez la version Deluxe, il vous en coûtera 79 $ pour un matériel upgradé. On peut rapidement passer dessus quand même. Voilà. Vous aurez donc des dragons miniatures, un par joueur, ensuite des ressources bien plus esthétiquement réjouissantes, enthousiasmantes, des pièces en métal, et puis surtout des game trays pour ranger et déployer le jeu plus simplement, plus rapidement. Voilà pour Flamecraft, le coup de cœur de la semaine dernière. On continue avec Chili Mafia, jeu d'ambiance qui était à 370 contributeurs la semaine dernière, 455 cette semaine, à un petit peu moins de 12 jours, un petit peu, non, pas du tout, à 12 jours, à un petit peu moins de 2 semaines de la fin de la campagne. 2 à 8 joueurs, 20 à 40 minutes, 10 ans et plus, jeu familial d'ambiance qui rappelle un petit peu Exploding Kittens dans l'ambiance. Voilà. Sur ce, on continue avec Reiner Knizia Criminal Capers Collection. Donc, Reiner Knizia, bon, vous connaissez peut-être un très célèbre auteur de jeux de société. Il nous vient cette fois-ci avec un trio de jeux que j'ai présenté rapidement la semaine dernière, donc je vous renvoie là-dessus. Il s'agit de 3 jeux, donc je ne vais pas les présenter à nouveau. On est à 365 contributeurs cette semaine. C'est une augmentation assez légère, mine de rien, puisque la semaine dernière, pour Criminal Capers, on était à 250, donc à peine plus 100. Bon, Knizia fait des jeux parfois excellents, parfois très moyens, très oubliables. Je pense qu'on sera plutôt dans cette deuxième catégorie, a priori. Voilà. Mais ceci dit, ça reste un auteur assez incontournable dès qu'on s'intéresse un peu aux jeux de société. Donc, ne serait-ce qu'y jeter un œil, pourquoi pas. On passe à Wicked and Wise, 580 contributeurs la semaine passée, 844. On devrait dépasser les 1000 sur cette campagne à qui il reste 12 jours. Je dis à qui? À laquelle? À laquelle il reste 12 jours avant de se terminer pour ce petit jeu de plis asymétrique. Oui, jeu de plis asymétrique, ce n'est pas forcément deux choses qu'on entend très souvent dans la même phrase, mais c'est le cas ici. Un joueur de l'équipe, comment dirais-je, jouera le rôle du dragon et l'autre incarnera celui de la souris. Et le dragon cherchera à faire des plis pendant que la souris essaye de modifier les règles de, comment dirais les règles à chaque tour, à chaque manche, concernant la façon de faire un pli. Voilà un jeu qui n'est pas dénué d'intérêt. Moi, j'avoue que, comme je le dis de temps en temps dans cette émission, je ne suis pas un grand fan des jeux de pli. J'ai assez peu d'expérience en la matière. C'est peut-être d'ailleurs aussi pour ça que je ne suis pas très fan, même si je n'ai pas spécialement apprécié The Crew, même si c'est sympa au demeurant. Bref, je m'égare. Mais en tout cas, celui-ci, avec son petit côté asymétrique, pourrait m'intéresser un peu plus, d'autant que la direction artistique est également plutôt réussie.
Ceci dit, de là à baquer, il y a un monde. Mais par contre, un monde que 844 personnes ont réussi à franchir assez aisément. Donc pourquoi pas vous, si vous êtes amateur de ce type de jeu. Par contre, attention, prenez plutôt la version de base, selon moi, hein, à 25 $, plutôt que la seconde d'un Deluxe à 45 qui vous permet d'avoir un tapis de jeu en playmat, un playmat en néoprène, pardon, qui, selon moi, sert absolument à rien pour un jeu de pli. Mais bon, à vous de voir, à vous de choisir. On continue avec Hamas. 140 contributeurs la semaine passée, 190 presque à 20 jours de la fin, 19 jours de la fin de la campagne. On est à peu près à la moitié du financement pour ce jeu mêlant plusieurs mécaniques, mais essentiellement donc du placement d'ouvriers et des mouvements cachés, des mouvements secrets, avec une direction artistique qui, moi, personnellement, me laisse de marbre, mais non, c'est même pas ça. Ça fait mal aux yeux. C'est dégueulasse. C'est très fluo et très très pixelisé. C'est un style qui est assez populaire depuis quelques années, mais j'ai l'impression qu'ici, il n'est pas très très bien réalisé. En tout cas, moi, ça ne me séduit pas du tout. Mais en tout cas, si vous êtes amateur de placement d'ouvriers, de jet de dés aussi visiblement, et que la direction artistique ne vous dérange pas, pourquoi pas donner une chance à Hamas, même si pas de version française pour le coup. Petit détour du côté de chez Ulule, la plateforme de financement participatif française, avec l'Anista, le jeu de société historique où vous allez entraîner des gladiateurs. On était à 129 contributeurs la semaine dernière, 163. Donc, compte tenu de la plateforme, qui est donc Ulule, c'est plutôt pas mal. D'autant plus que c'est franco-français. Donc là, on est uniquement sur des backers français ou peut-être belges, suisses, bref. Mais bon, c'est un résultat relativement satisfaisant. J'espère qu'il y a un petit peu plus de détails concernant le gameplay, peut-être, mais je ne pense pas, puisque la semaine dernière, c'est ce que j'avais évoqué, un peu comme manque au niveau du projet, et ça n'a pas l'air d'avoir changé, non. Manque un petit peu de détails concernant le gameplay. Bon, preuve d'un petit peu d'amateurisme, mais ceci dit, le projet a l'air très très intéressant. Moi, c'est un sujet qui m'attire un petit peu, c'est vrai. Pas jusqu'à baquer, très certainement, d'autant que j'imagine que pour le Japon, les frais de port seraient assez fous. Donc, je n'aurais pas m'aventurer à contribuer à cette campagne, mais je vous invite à y jeter un œil, d'autant que tout est en français. Voilà pour l'Anista, à qui il reste actuellement 20 jours, donc 3 semaines à peu près, avant la fin de la campagne. Présenté la semaine dernière, Adversity n'aura pas su vaincre l'adversité. Malheureusement, puisqu'aux 73 backers de la semaine dernière, seuls 18 s'y sont ajoutés pour atteindre un petit 91 qui nous place très 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 loin du seuil de financement exigé puisqu'on est à peu près à 10%, un petit peu plus de 10% de financement pour ce petit jeu de construction de villes résilientes qui rappelle un petit peu mini-ville. Vous allez jeter des dés qui vous permettront de gagner de l'argent, qui vous permettront d'acheter de nouvelles cartes pour votre ville, permettant là encore de gagner un peu plus d'argent pour acheter de nouvelles cartes, et ainsi de suite, un peu façon mini-ville, sauf que cette fois-ci, vous serez confronté à des désastres naturels, des catastrophes climatiques, etc. Et vous devrez protéger vos habitants aussi bien que possible. Donc moi, sur le thème, la direction artistique n'est pas formidable, mais sur le thème, ça n'a pas l'air vilain, ça n'a pas l'air désagréable. J'aurais bien aimé tester, mais visiblement, ça n'a pas attiré les foules. Donc voilà pour Adversity, qu'on verra certainement dans les projets annulés d'ici peu. Et du coup, on va pouvoir partir sur les nouveaux projets de la semaine, en commençant par les mentions honorables. Et le premier projet parmi les mentions honorables, il s'agit de Reapers, qui rappelle, comme vous pouvez le voir ici avec le logo, la grande faucheuse, bien évidemment. Il s'agit là encore d'un jeu de pli, décidément c'est à la mode depuis quelques semaines, qui a déjà atteint 273 contributeurs à 10 jours de la fin de la campagne, sachant qui plus est que le jeu ne sera produit qu'à un maximum de 500 exemplaires, donc tenez-vous-le pour 10. Attention, même s'il reste 10 jours avant la fin de la campagne, il n'y aura peut-être plus de copies disponibles avant la fin de la campagne. À voir. Donc, il s'agit d'un jeu de pli qui a quelques particularités qui peuvent le rendre intéressant.
puisque ici, chaque main en début de manche fera l'objet d'un draft et non pas d'une distribution habituelle. Ensuite, le vainqueur de chaque pli scorera simplement la plus faible valeur de la main qu'il a gagnée plutôt que l'ensemble de la main. Ensuite, il y aura 4 différentes suites, donc 4 différents types de cartes en jeu. Ensuite, il y aura un système de paris apparemment. Donc, voilà, vous pouvez avoir un petit aperçu du jeu. Bon, c'est en termes de matériel, tout ce qui est de plus basique. On n'a pas de stretch goal non plus. C'est un jeu qui est proposé tel quel, en l'état. Donc un jeu qui est déjà prêt, qui n'est plus en développement. Et du coup, je pense que ça pourrait aller relativement vite pour ce qui est de l'envoi des jeux, de l'impression des jeux et de l'envoi qui s'ensuit. Mais attention, comme je l'ai dit, 500 copies uniquement, c'est précisé d'ailleurs ici. Voilà. Sachant qu'il vous en coûtera, attendez, ça c'est un print and play, 20 $. Voilà, 20 $ pour avoir une copie du jeu livrée en novembre 2021. Donc voilà, une livraison relativement rapide. Sachant qu'il vous en coûtera 10 de plus pour être livré dans l'Union européenne, d'autant que la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas incluse. Donc voilà pour Reapers, petit jeu de pli assez intéressant. Le prochain projet, c'est Pretty Princess Pomelo. On va essayer de ne pas passer trop longtemps dessus parce que je me sens mal à l'aise rien que d'être sur la page de ce projet. Ça sent le simp un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire. C'est anglophone. Alors bon, on est sur un projet qui rappelle un peu l'univers de Sailor Moon ou un autre manga très populaire au Japon pour les jeunes filles, je crois que ça s'appelle Pretty Cure. Même si je crois que c'est moins connu de l'autre côté du monde, en Europe ou aux États-Unis. On est sur un jeu de 10 ans et plus, 45 à 60 minutes pour 2 à 4 joueurs. C'est un jeu de combat entre différentes petites princesses jolies et mignonnes, mais qui se battent par le pouvoir de l'amitié, de l'amour et de la vitamine C. Parce que mon pomelo, c'est un fruit, c'est un pamplemousse. Bon, alors, vous voyez ici quelques-unes des héroïnes qui seront disponibles, avec chacune un nombre de points de vie différents, des star power différents, bref. Un élément peut-être différent aussi. Ouais, c'est ça. D'accord. Bon, il y a un petit peu d'asymétrie avec des méchants, évidemment, les méchants qui eux aussi auront leurs propres caractéristiques, méchants qui peuvent être des méchantes apparemment aussi. Et puis voilà, c'est un jeu de baston avec 2 à 4 joueurs qui incarneront un méchant ou une gentille, je ne sais pas très bien. Je n'ai pas trop voulu entrer dans le sujet. D'ailleurs, je crois qu'ils en ont même fait un manga, il me semble. Voilà, ils ont fait un manga avec un premier chapitre. Donc, si ça vous tente, si vous aimez les mangas façon Sailor Moon et compagnie, vous pouvez aller voir un petit peu ce que ça donne. J'avoue que moi, je n'ai pas eu la curiosité d'aller jusqu'à lire le manga. Étonnant, non? Bref, pour le jeu en lui-même, il vous en coûtera 29 $ canadiens, donc environ 20 €, peut-être un petit peu moins, 18-19 €. Par contre, attention, les frais de port sont plus chers que le jeu pour l'Europe. Donc ça, c'est bon à savoir. Pour la Belgique et la France, c'est 25 $ canadiens, là encore, mais c'est quand même plus cher que le jeu lui-même. Donc, bon, au final, ça vous reviendra à 40 € pour un petit jeu de cartes de confrontation avec une direction artistique qui laisse peut-être soit rêveur, soit très réfractaire. Voilà, bon, à voir. Je vous laisse choisir. D'ailleurs, j'ai pu voir complètement par hasard au fil de mes pérégrinations sur la chaîne YouTube, que notre audience, en tout cas parmi ceux d'entre vous qui, permettent aux chaînes de voir leur identité, leur sexe, leur âge, etc., que la chaîne était uniquement composée d'abonnés masculins. Donc, bon, est-ce que Pretty Princess Pomelo saura en séduire quelques-uns parmi vous? Checkmate, seems. Je ne sais pas, on verra bien. Dites-moi ce que vous en pensez. On continue avec Motif. Alors, Motif vient d'arriver, je crois, aujourd'hui ou dans la nuit d'hier à aujourd'hui sur Kickstarter, donc ne vous fiez pas encore au nombre de contributeurs très faible, actuellement 37.
d'autant que la campagne sera longue, 29 jours avant la fin de la campagne, donc on est assez large. Pour l'instant, il est assez difficile de savoir si le jeu sera financé ou non, mais vraisemblablement, vu le début de la campagne et le chiffre assez bas en termes de seuil de financement, ça devrait pouvoir se faire assez facilement, puisqu'il s'agit de 13 100 dollars canadiens pour aller chercher le seuil de financement. Ça devrait pouvoir se faire. Il s'agit ici d'un jeu d'abstrait, un jeu abstrait pour 2 joueurs, avec des règles très très simples, mais une vraie profondeur de gameplay, comme souvent les jeux abstraits de ce type-là, stratégique qui plus est. Alors ici, c'est assez simple. Vous avez au début un plateau exclusivement blanc. Chacun des joueurs a 6 pièces, donc 6 noires ou 6 dorées. À chacun, à votre tour, vous allez poser votre premier jeton sur une des cases parmi les combien on a, 5 fois 5, 25 cases. Et vous allez faire tourner l'emplacement sur lequel vous avez mis votre pion de votre couleur. Ensuite, chacun va faire la même chose à son tour. Puis, quand tous les jetons sont sur le plateau, on va essayer de faire en sorte que l'ensemble des 25 cases soit occupé par une couleur, que ce soit doré ou noir. Et celui qui aura le plus de cases de sa couleur à la fin de la partie l'emportera, comme vous pouvez le voir ici. Alors, un exemple est plus parlant peut-être que mes paroles. Donc, je vous mets une petite vidéo en même temps que je vous parle. Voilà un peu comment ça se déroule. Donc, placer chacun son tour un pion et ensuite déplacer tous ceux que l'on a déjà mis. Et on essaye au fur et à mesure, l'un après l'autre, en déplaçant chacun de ces pions, de compléter l'ensemble du plateau, ce qui va donner évidemment un motif différent à chaque partie. Il s'agira évidemment de bloquer son adversaire tout en essayant de s'approprier les cases les plus intéressantes et voir qui peut l'emporter à la fin. Voilà, c'est pour Motif, un petit jeu qui se joue relativement rapidement, qui est assez élégant et visuellement qui donne envie, assez simple en termes d'accessibilité pour les nouveaux joueurs qui n'ont pas d'expérience. Donc, un projet qui a l'air assez sympa malgré tout. Ensuite, pour les niveaux de pledge, alors je passe le premier parce que c'est une mini-extension qui n'est pas en plus très intéressante. Alors, le plus bas niveau de pledge est à 25 dollars, avec un matos un petit peu au rabais, certes, avec le plateau qui, en plus de ça, n'est pas monté. Il vous faudra l'assembler pour pouvoir y jouer. Les pions seront en bois un petit peu moins joli, certes, mais bon, ça reste tout à fait jouable. Ensuite, un add-on Mystery Box pour pouvoir avoir donc, le jeu de base en white motif, comme celui-ci, plus autre chose. Donc, soit le plateau déjà assemblé, soit l'extension que j'ai mentionnée un petit peu plus haut. Enfin bref, ce sera une surprise, quoi, en gros. Ce n'est pas vraiment le pledge que je conseillerais. Le pledge que je conseillerais très simplement, c'est ce que moi je considère comme étant le pledge de base, c'est-à-dire le Luxury Motif Set, qui est déjà en fait du deluxe, avec le plateau déjà assemblé, les pions upgradés, comme ceux que vous avez pu voir dans la petite vidéo de tout à l'heure. Et puis, qu'est-ce que c'est ça? Oui, c'est pour transporter les pions, vous avez une petite boîte dédiée. Okay. Et puis la boîte qui est un peu plus classe aussi, avec ce petit logo de motif qui est en relief doré également. Voilà, un jeu assez élégant, avec un gameplay simple, mais assez stratégique. Il y a aussi des pledges, enfin un pledge un peu plus cher à 500 dollars, mais bon, je doute que ce soit très intéressant pour la majorité d'entre nous, donc je ne le présente pas tellement en détail. Donc voilà pour Motif, ce petit jeu abstrait de stratégie pour 2 joueurs qui a l'air plutôt intéressant malgré tout. Et maintenant, on va passer aux jeux de la semaine dans lesquels je vais un peu plus entrer en détail. Les nouveaux projets de la semaine, un peu plus intéressants selon moi, même si Motif l'était déjà. Et c'est parti avec Edge of Darkness, un nom qui vous rappellera peut-être d'être quelque chose, et c'est bien normal, puisqu'en fait, il s'agit ici d'une nouvelle extension à Edge of Darkness. L'extension s'appelle Les Émissaires de la Vallée, Emissaries of the Veil. Ça, c'était la combien déjà? Troisième, je crois, troisième extension du jeu.
de John D. Clare. Alors, John D. Clare, ça vous dit peut-être quelque chose également, puisque l'auteur de Edge of Darkness est également l'auteur, entre autres, de Mystic Veil, pour peut-être le plus connu à l'heure actuelle, mais peut-être Dead Reckoning, qui devrait le dépasser dans les mois et années à venir, ou encore Space Base, qui a fait un joli succès, me semble-t-il, récemment, Cubitos également. Donc, bref, c'est aussi le spécialiste du card crafting, donc de ces petites cartes que l'on va modifier au fur et à mesure grâce à des pochettes transparentes pour attribuer de nouveaux effets aux cartes déjà en notre possession. On avait déjà un aperçu des autres jeux qu'il avait produits. J'aurais dû regarder un peu plus tôt. Cubitos, Mystic Veil, Dead Reckoning, qui n'est pas encore arrivé au Backers City. Donc voilà, extension qui coûtera 45 $, ce qui est assez cher, certes. Après, si vous êtes fan, il faut dire que la direction artistique est toujours aussi belle. On est sur de l'Heroic Fantasy, tout ce qui est le plus banal, certes, mais c'est très très bien réalisé. Vous voyez un petit exemple de toutes les cartes transparentes que vous pouvez modifier au fur et à mesure de la partie, bien entendu. Il s'agit d'un jeu, je suis passé un petit peu trop rapidement dessus peut-être, voilà, pour 1 à 4 joueurs, des parties de 60 minutes environ pour 14 ans et plus. Voilà. Ensuite, l'extension en question vient nous apporter de nouveaux lieux, ensuite de nouveaux contacts, donc de nouvelles rencontres potentielles et de nouvelles menaces potentielles également, de nouveaux tokens un petit peu aussi, et puis une micro-extension qui s'appellera la Désolation, avec une nouvelle carte de lieu également, un nouveau contact, une nouvelle menace, donc 8 nouvelles cartes au total. Plus intéressant, le all-in gameplay. Vous avez l'opportunité sur cette campagne d'aller choper le jeu de base, les 2 extensions précédentes, plus cette troisième, pour un total de 190 $ quasiment, au lieu de 260. Donc une ristourne quand même assez intéressante, d'autant que ça couvre aussi largement les frais de port. En supplément, ça devrait quand même être beaucoup moins cher que 260 $. Donc, pledge all-in assez intéressant pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore le jeu et qui seraient intéressés par le fait d'obtenir la totalité du jeu. Ceci dit, est-ce que je le conseille? Pas tellement, parce que, bon, au final, si vous n'avez pas le jeu de base, autant d'abord vous faire une idée sur le jeu de base en question avant de vous offrir la totalité pour un prix quand même assez élevé de 190 $, plus les frais de port, plus la TVA qui n'est pas incluse non plus. Et au-delà de ça, bon, on est déjà à une troisième extension. La première, la deuxième ajoutaient déjà de nouveaux personnages, déjà des nouvelles rencontres et des nouvelles menaces. En quoi la troisième est véritablement nécessaire comparée aux 2 premières? Bon, on peut légitimement se poser la question. Toutefois, si le jeu vous a plu, ça peut être une nouvelle manière d'approfondir l'expérience, d'ajouter encore un peu plus de rejouabilité, donc pourquoi pas. Voilà pour ce qui est de Edge of Darkness. C'est finalement une présentation assez courte, puisque soit vous avez le jeu et vous prenez éventuellement cette extension si le jeu vous a suffisamment plu, soit vous n'avez pas le jeu et je vous inviterai pas forcément à prendre le all-in d'un seul coup vu le prix que ça fait. Ceci dit, si vous le faites, si vous prenez le Guildmaster Reward qui est constitué de quoi déjà? Guildmaster Pledge. C'est le jeu de base, d'accord. Pour le jeu de base uniquement. Bon, vous pouvez acheter le jeu de base aussi uniquement. C'est donc 14 $ de frais de port, d'accord. Donc moins cher que les États-Unis, ce qui n'est pas fréquent. Si vous prenez Émissaire of the Veil, donc l'extension Sol 13, donc autant prendre effectivement le jeu de base, ça coûte moins cher. Bon, en même temps, si vous n'avez pas le jeu de base, aucun intérêt de prendre l'extension, me direz-vous. Et si vous prenez le all-in pour l'Europe, ce sera 20 $. Le Canada, 43, ça douille un petit peu plus par contre. Donc, c'est vrai que le all-in, même jusqu'au frais de port, est plutôt intéressant. Voilà. À vous de voir après si vous êtes suffisamment intéressé pour faire un all-in ou si le jeu vous a suffisamment plu pour aller prendre cette troisième extension. En tout cas, le jeu a déjà fait ses preuves. Il est noté à 7.6 sur BGG, ce qui est plutôt une très bonne note. Voilà pour Edge of Darkness. Campagne assez courte puisqu'il reste moins d'une semaine déjà. Et on est à 2218 contributeurs, donc joli petit succès malgré tout. On continue avec Artifacts. Et là, c'est presque Cocorico, on est chez des voisins belges
un projet belge qui dit bien évidemment version française accessible, et ça c'est un gros plus, pour un jeu assez atypique, assez unique, à mi-chemin entre le jeu à l'européenne et le jeu plus à l'américaine. On est actuellement à 230 contributeurs à 2 semaines et demie de la fin de la campagne. Bon, on va rentrer dans la deuxième semaine, donc la progression devrait se faire un peu plus lente, mais j'ai bon espoir qu'on atteigne quand même le seuil de financement d'ici la fin de la campagne assez tranquillement. J'espère en tout cas. Bon, on entre un peu plus dans les détails. Artifacts, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des parties de 45 à 240 minutes, donc ça vous fait une fourchette qui n'est plus une fourchette mais un râteau, pour la simple et bonne raison que c'est un jeu extrêmement modulaire, modulable. Vous ajouterez des modules selon vos envies, selon votre disponibilité, le temps dont vous pouvez disposer pour une partie, et ça modifiera énormément la durée de la partie. Et des jeux pour 14 ans et plus, pour un jeu qui sera assez lourd en termes de niveau de complexité BGG. On est certainement sur quelque chose qui tourne autour de 4.0, donc un jeu assez complexe. Ça dépendra bien évidemment aussi des modules que vous choisirez pour chacune de vos parties. Alors, vous voyez déjà, la présence sur la table est assez conséquente. Alors, vous y retrouverez ici un mélange de mécaniques plus euro et d'autres plus américaines. On va dire ça comme ça, mais si ça ne peut pas vouloir dire grand-chose parfois. Il y aura notamment de la pose d'ouvriers. On y trouvera également de la gestion de ressources. On y trouvera également, vous pouvez le voir ici sur ce petit plateau, du placement de tuiles façon polyomino. Et puis également des plateaux modulaires. Alors, dans Artifacts, vous allez incarner des sortes de mages alchimistes, si l'on veut, qui allaient vous confronter l'un à l'autre avec un artefact de votre création que vous allez essayer de rendre le plus puissant possible pour terrasser vos adversaires et devenir grand maître des alchimistes. Alors, vous avez ici tout un tas de matos que je vous laisserai évidemment découvrir avec donc 7 modules de base que vous pourrez intégrer ou non à votre partie, un tas de, comment dirais-je, d'éléments que vous pourrez intégrer à votre artefact, à votre machine en fait, pour la rendre plus ou moins puissante, enfin, surtout plus que moins d'ailleurs, pour ensuite affronter vos adversaires. Il vaut mieux qu'elle soit puissante. Ensuite, les polyomino que vous pourrez aussi être amené à utiliser, tout un tas de composants. Alors là, par contre, il y aura une boîte assez lourde probablement à la réception. Ça va faire un petit peu mal, je pense. Ensuite, Magnum Opus avec 7 autres modules. C'est une autre boîte en plus qui contiendra 7 autres modules avec chacun, module des masculins. Chaque module inclura de nouvelles parfois des cartes, parfois des pièces, parfois des petits plateaux, etc. Donc, encore une fois, beaucoup de variabilité, de rejouabilité par tous ces modules que vous pouvez ajouter ou non au choix. J'imagine qu'effectivement, si vous ajoutez tous les modules au début de partie, vous allez partir sur des jeux de 4, 5, 6 heures potentiellement, et très complexes et très lourds, intellectuellement parlant, à assumer. Voilà. On est sur un vrai projet de financement participatif. Bon, on ne va pas faire le discours habituel sur qu'est-ce que devrait être un jeu en financement participatif, est-ce que des grosses boîtes comme Matago devraient passer par du financement participatif, etc. Mais ici, on est vraiment dans l'esprit d'un projet Kickstarter, GameFund, etc. Un jeu qui pourrait certainement pas voir le jour autrement que par le financement participatif. Et qui plus est, c'est francophone, donc ça donne encore plus envie de soutenir. Alors, en plus, il s'agit vraiment ici du rêve de l'auteur qui a en fait pris sur lui de créer le jeu qu'il voulait pouvoir jouer, qu'il n'avait pas trouvé jusqu'à présent. C'est fait maintenant avec Artifacts, il a créé le jeu de ses rêves et maintenant il essaye de le proposer au plus grand nombre. Le pledge de base est à 99 €. Alors oui, c'est cher, mais bon, que voulez-vous? C'est cher, mais ça inclut, si je me souviens bien, la TVA. On fera le check, la vérification tout à l'heure, mais il me semble que ça contient déjà la TVA. Le pledge de base inclut donc la boîte de base que vous voyez ici. Ensuite, elle contient tous les stretch goals, ça paraît assez logique, et un mode solo une fois que le projet sera financé, ce qui n'est pas encore le cas pour l'instant. Ensuite, le
Early Bird n'est plus disponible puisque les 24 premières heures sont déjà passées. Donc, si vous voulez le all-in, donc pour la boîte de base, plus le Magnum Opus, donc la boîte supplémentaire avec 7 nouveaux modules, il vous en coûtera 159 €. Et vous pourrez également ajouter des pièces en métal pour aller upgrader un petit peu visuellement votre jeu pour 20 € supplémentaires. Vous avez ensuite une petite description de comment jouer. Il s'agira en fait très simplement de construire votre artefact et de le rendre de plus en plus puissant. Il y avait quelques gifs un peu plus parlants. Vous avez également une vidéo de Nyx, lui aussi français, francophone tout du moins, qui a fait un test du jeu qui sera peut-être un peu plus en profondeur pour ceux d'entre vous qui voudraient vraiment voir comment ça marche. Je vous inviterai plutôt à aller voir la vidéo de Nyx qui est très bien faite. Ensuite, les stretch goals ne sont pas encore débloqués, bien entendu. Les frais de port pour l'Europe, pour la France, la Belgique, on est à 15 € pour le pledge de base, 20 € pour le all-in, donc pour avoir le Magnum Opus en plus de la boîte de base. Et le jeu, par contre, ça c'est un petit point noir, certes, est prévu en termes de livraison pour mars 2023. Donc on va falloir partir sur 1 an et demi, peut-être 2 ans, parce que les jeux sont souvent en retard, d'attente avant de pouvoir être livrés. Mais bon, c'est l'occasion quand même de soutenir Fabulous Factory, donc l'éditeur primo-porteur d'ailleurs, hein, c'est leur premier projet, de soutenir cette petite équipe qui débute avec donc, le designer Franck Beauvais qui a réalisé donc, ce jeu assez unique. Avec, qui plus est, vous l'avez pu constater un peu plus haut, une direction artistique relativement soignée, assez, comment dirais-je, steampunk, hein, l'univers assez steampunk avec tous ces rouages, assez agréable à l'œil, je trouve, même si ce n'est pas forcément magnifique en termes de chara design, par exemple, mais c'est plutôt bien réalisé, à mon avis. Il y a un mode solo, il y a une VF, ça a l'air d'être relativement accessible si vous ajoutez assez peu de modules, tout en pouvant ensuite complexifier au fur et à mesure de vos parties le niveau de, comment dirais-je, le niveau de complexité, hein, mais, quitte à se répéter un petit peu, excusez-moi, avec des phases bien distinctes les unes des autres également, la phase de construction, la phase d'opposition avec vos adversaires. J'avais vu des gifs que je n'arrive pas à retrouver tout de suite, qui étaient un peu plus parlants que ces quelques paroles. Bon, je ne les retrouve pas. Quoi qu'il en soit, vous pourrez également tester le jeu sur TTS, donc sur Tabletop Simulator, et vous avez déjà une version française, apparemment. Bon, en plus, si vous avez une version française, c'est génial, avec les règles en français, enfin une partie en tout cas, des règles en français déjà disponibles également. Vous pouvez avoir un aperçu tout simplement aussi en regardant la vidéo de base de présentation du projet, hein, bien évidemment. Seul petit point noir, donc je l'ai dit, hein, c'est le prix et la livraison au printemps 2023. Par contre, le prix, comme je l'ai dit, c'est cher, mais quand même, je vais vérifier, parce qu'il me semble bien que la TVA, par contre, était incluse d'office. Mais, oui, c'est ça, VAT free. Donc, la taxe sur la valeur ajoutée est déjà en fait incluse dans le prix de base. Donc, voilà. Donc, si le cœur vous en dit, si vous voulez soutenir un petit projet francophone d'un primo-éditeur dont c'est le rêve, je vous invite à vous intéresser à Artefacts. Il m'intéresse pas mal, il est assez cher. Les frais de port pour le Japon, je crois me souvenir qu'ils étaient assez conséquents également, donc j'en serais certainement pas. 30 €, ouais, ça passe à peu près, mais bon, on verra bien. Pour l'instant, je n'ai pas le projet de backer, même si ça me tente pas mal, mais on ne peut pas tout backer. Allez, on passe au suivant. On passe à Doomtown, qui aurait peut-être dû faire l'objet d'une présentation plus succincte, dans les mentions honorables seulement. Mais bon, ça a l'air d'attirer quand même pas mal de monde. On a déjà 762 contributeurs, donc je me suis dit pourquoi pas. Jeu qui n'est pas disponible en version française, ceci dit, donc soyez-en avertis. Alors Doomtown, ça vous dit peut-être quelque chose là encore, parce que c'est un jeu qui existe déjà, qui a une première version, une première mouture en 98. Zidane, tout ça, en 98, donc quand j'avais 11 ans à peine. Le temps passe vite. Et le jeu a connu une refonte en 2014. Et puis, donc, on part sur une nouvelle refonte à nouveau en 2021
probablement plutôt 2022 quand le jeu sortira véritablement, avec Doomtown Weird West Edition. Un jeu assez étrange, je n'ai pas cherché à tout comprendre et du coup, je n'ai pas tout compris. Là-dessus, ça semble relativement logique. Mais oui, c'est clair. Mais c'est un jeu qui se base sur une mécanique de poker, pas uniquement. Poker et contrôle de territoire. D'ailleurs, là, on est sur une ambiance vraiment poker, hein, comme ça. Mais bon, bref. Donc, mêlant poker et contrôle de territoire, c'est un jeu qui vient ici s'enrichir de plusieurs nouvelles façons de jouer, nouveaux modes de jeu, puisqu'il est désormais disponible en version coop et également en version 2 contre 1 notamment. Donc, avec de nouvelles factions d'ailleurs. Hein. Vous voyez ici une petite description de certaines des factions avec les Low Dogs, les Outlaws, donc les hors-la-loi, les Entrepreneurs, les Fearmongers, les First Peoples, etc. Et pourquoi pas les Anarchists qui sont tous asiatiques pour une raison que j'ignore. Des anarchistes tous adeptes de Jiu-Jitsu ou je ne sais quoi, donc d'art martial en tout cas asiatique. Bref, on va pas aller chercher à savoir pourquoi. OK, you're good to go. Avec donc une ambiance très à la Wild Wild West, hein, bien évidemment. En plus, bon, le poker, c'est pas forcément un mécanisme de jeu qu'on est habitué à voir dans un jeu de société. Donc, bon, ça peut être relativement intéressant, pourquoi pas. Et il y a désormais aussi un mode solo. Donc, bon, pour ceux d'entre vous que ça intéresse, qui appréciez le poker, je ne sais pas pourquoi je parle de ce mot, ça pourrait être une expérience intéressante, ma foi, même s'il n'y a pas de version française, que le jeu est également relativement cher, il faut bien le dire, et qu'on a pour l'instant 0 info sur le shipping. Et ça, c'est pas génial. Alors, les pledges, vous avez ici une pelletée de pledges. Ouais, donc tout cela. On va prendre les pledges un peu plus communs avec donc, le premier qui vous fournit le jeu. C'est le troisième, en fait, à $60. Doomtown Weird West Edition pour avoir la boîte de base. $120, c'est pour avoir 2 copies du jeu, bien évidemment. Et après, vous avez d'autres assortiments différents. Mais en gros, le pledge, c'est le pledge à $60 qui vous permet d'obtenir ce jeu. Et pour les frais de port, comme je le disais, pour l'instant, on n'a pas d'infos. Donc, je ne peux pas vous en donner. J'essaie de voir s'ils ont ajouté ça depuis hier, parce que la dernière fois que j'ai checké, il n'y en avait pas. Delivery, ouais, non, pour l'instant, ils ne savent pas. Situation économique, situation du fret, du transport, qui est pour l'instant assez flou, donc ils ne préfèrent pas donner de données à l'arrache. Ils ne préfèrent pas donner d'informations un peu trop vagues à l'arrache, donc pour l'instant, pas d'informations. Donc voilà pour Doomtown. Moi, je ne suis pas spécialement intéressé, mais après tout, ça semble... Bon, je pense que c'est un projet relativement américano-américain, mais bon, peut-être que ça en intéressera quelques-uns parmi vous. Oui, il y a 15 contributeurs en France, quand même. Donc bon, et quelques-uns aussi au Canada, 56. Par contre, bon, j'avoue que je doute que parmi les spectateurs de cette vidéo, on soit très nombreux à s'y intéresser véritablement. On continue avec le dernier projet de la semaine, Wild Serengeti. Et Wild Serengeti, c'est le petit coup de cœur de la semaine. Il en fallait bien. Quoique remarque, il y a des semaines où je ne donne pas de coup de cœur. Cette semaine, il s'agit quand même de Wild Serengeti, ce jeu qui nous provient de Corée du Sud et plus précisément de l'éditeur Bad Comet, qui avait déjà réalisé un très joli succès avec Shaolia. Pour ceux d'entre vous qui s'intéressent au financement participatif, vous l'avez certainement déjà vu passer. Shaolia Warring States, plus sa seconde impression et son extension un peu plus récemment. Alors, je vais dire joli succès, 1500 contributeurs, 1200 pour la deuxième. Ce n'est pas des gros scores, mais pour ce qui était à l'époque un primo-éditeur, ce n'était pas si mal que ça, surtout en provenance de Corée. C'est généralement des projets qui passent un peu plus inaperçus. Donc, un éditeur qui semble monter en puissance, puisque là, Wild Serengeti en est déjà à 1133, alors qu'on est en première semaine. Le lancement vient de s'effectuer il y a quelques jours à peine, et il faut dire que c'est un jeu très séduisant, ne serait-ce que par l'aspect visuel. Vous pouvez voir ici tous les meeples animaux, anime-meeples, j'imagine qu'on pourrait dire, en bois, tous illustrés et vraiment ressemblants, tout simplement, très immersifs.
avec aussi une petite tour un peu à la Everdell à imbriquer, qui rappelle un petit peu aussi le Roi Lion. Wild Serengeti vient vous plonger dans la peau d'un documentariste qui vient réaliser un documentaire sur la savane et sa faune, comme vous pouvez l'imaginer déjà ici. Et ça propose en plus de ça un gameplay assez intéressant, j'allais dire innovant, peut-être parce que je n'ai pas assez de connaissances en la matière, mais qui m'a l'air en tout cas assez innovant. On va voir ça un petit peu ensemble. Alors d'abord, pour le décompte des joueurs, ça se joue de 1 à 4 joueurs, donc comme vous pouvez le voir, il y a déjà un mode solo, 14 ans et plus pour des parties de 30 à 120 minutes. Donc là aussi, une fourchette assez large, une demi-heure à 2 heures, c'est quand même assez large. On va en voir un petit peu plus ensemble, mais déjà, vous voyez la présence du plateau vraiment esthétiquement très, très enthousiasmant. Alors, on part ici sur des mécaniques de set collection, de engine building, donc de construction de moteurs de ressources, de puzzle spatial, parce qu'il va vous falloir disposer les animaux dans certaines positions pour pouvoir prendre des photos ou des vidéos d'eux selon certaines positions, certains emplacements, un enchaînement de positions qui font par exemple que le lion est à gauche de la gazelle qui est aussi en arrière-plan par rapport à lui et à la gauche elle-même d'un zèbre qui est devant le lion, etc. Donc un vrai puzzle spatial intéressant, très immersif également. Et puis enfin, quelques pouvoirs uniques via des cartes. Au-delà de ça, on part sur quelque chose qui est assez unique en termes de thématique. En fait, on a souvent des jeux qui proposent de parler de la faune. On avait eu Endangered qui était assez intéressant notamment. Mais ici, réaliser un documentaire animalier, c'est quand même assez original. Vous pouvez avoir ici quelques exemples de placement d'animaux sur le plateau, mais un thème en soi qui est assez attirant et frais. Une direction artistique que moi je trouve vraiment très très réussie. J'allais dire magnifique, mais quand même pas poussé jusque-là, parce que le plateau est assez quelconque, mais les meeples sont quand même super, et puis le plateau est réussi malgré tout. Le concept de puzzle spatial qui, moi, me tente vraiment, j'ai encore rarement vu ça. Le fait de pouvoir remplir une mission, comme vous voyez ici, avec la girafe à gauche, le zèbre un peu derrière, et la hyène, j'imagine, à droite de la girafe, mais devant le zèbre, pour pouvoir compléter une mission, c'est quelque chose que j'ai encore jamais vu jusqu'à présent et que ici, Bad Comet vient nous proposer dans Wild Serengeti. Donc, rien que pour ça, ça me semble super intéressant. Et plus vous accomplirez de missions de cette sorte, plus vous gagnerez de points et pourrez l'emporter à la fin de la partie, bien évidemment, en faisant des combos également d'une carte à l'autre. Au-delà de ça, vous aurez également ici différents, comment dirais-je, spécialistes qui pourront vous apporter différentes capacités et pouvoirs uniques pour vous aider dans votre mission. Le solo mode qui est présenté très brièvement ici, quelques vidéos de how to play, donc de comment jouer. Malheureusement, pas de version française pour Wild Serengeti, c'est le petit point faible pour ceux d'entre vous qui ne sont pas anglophones, malheureusement. Et puis ensuite, le jeu pour l'instant est à 52 $, ce qui n'est pas en soi extrêmement cher, mais la TVA n'est pas incluse. Ceci dit, le prix en magasin, quand il sortira en magasin, s'il sort en magasin en Europe, ce qui n'est pas encore acquis vu qu'il n'y a qu'une version anglaise, sera de 60 $. Donc, vous économisez 8 $, mais vous payez les frais la TVA en plus. Donc, tout bien considéré, ça plus les frais de port, ça reviendra un petit peu plus cher que de l'attendre à sa sortie en magasin, mais on n'est pas sûr qu'il sorte en magasin dans nos contrées à nous. Aux États-Unis, en Angleterre, oui, pourquoi pas, mais en Europe, ce n'est pas garanti. Voilà, vous avez un petit aperçu aussi de tous les animaux qui sont là, hein. Des lions, des zèbres, des hyènes, des léopards, des éléphants, des girafes, etc. etc. Donc voilà, un jeu assez coup de cœur quand même. Je ne sais pas si je le backerai. Je serais tenté de dire que non, parce que quelque chose semble ne pas me suffire. Mais j'avoue que la thématique est très, très sympa. Et au-delà de ça, l'aspect puzzle spatial m'intéresse vraiment, mais je ne sais pas si ça suffirait à m'encourager à backer, parce que je me limite quand même à 1 ou 2 bacs par mois maximum, et que sur ce mois, j'en suis déjà 1 sur 2 peut-être. Alors après, est-ce que je vais
moto moubourée, comme on dit sur Quoud, même si ça fait longtemps que je n'ai pas pu y mettre les pieds, en me disant tout simplement que on n'est pas sur une fin de campagne en août, mais plutôt sur septembre. Donc, peut-être que je backerai finalement en me disant c'est un jeu de septembre, ce qui est en partie vrai. Je ne sais pas. On verra bien. Alors, les frais de port. Voilà, les frais de port pour la Belgique et pour la France sont un peu différents. Plus cher pour la France que pour la Belgique, ce n'est pas souvent le cas. Alors, pour la Belgique, il s'agira de 15 $ et la France, 19 $. Pour le Canada, 20 pour nos amis québécois éventuellement. Le Luxembourg, 17, on parle tous les francophones. Pour nous, au Japon, 24, donc encore un petit peu plus cher, ce qui nous fera un jeu qui sera au final à 76 $. C'est un petit peu cher pour le type de jeu dont il s'agit, mais bon, on verra bien. La TVA n'est pas incluse, j'avais déjà dit tout à l'heure, c'est vrai. Donc, mais c'est l'occasion de le vérifier. Quoi qu'il en soit, jeu très intéressant. On verra si je me laisserai tenter ou pas. Dites-moi si vous vous laisserez tenter par Wild Serengeti. En tout cas, c'est pour moi le plus intéressant cette semaine. Et c'est tout pour cette semaine d'ailleurs. Alors, petite question aussi alternative. Aurez-vous remarqué que depuis la semaine dernière, quelque chose a changé dans le décor? Bon, je pense que oui quand même, surtout si vous avez l'œil aguerri et que vous possédez certains de ces jeux. La bibliothèque, ou ce qui était la bibliothèque jusqu'à la semaine dernière, qui accueillait tous mes bouquins. J'ai trop de bouquins, je les ai balancés dans une armoire. On ne pourrait pas vraiment appeler ça une armoire, mais disons, pour pouvoir en faire un espace ludothèque. Donc évidemment, tous mes jeux ne sont pas là. Il y en a un peu plus au-dessus que vous ne voyez pas. Il y en a d'autres dans l'armoire en question que j'ai mentionné. Il y en a d'autres à côté de moi parce que bon, j'ai pas la place de tous les mettre là, d'autant que c'est pas une Kallax, c'est un peu une simili Kallax japonaise qui ne fait pas du tout le même format. Donc bon. Mais bon, ça vous donne un petit aperçu vite fait de quelques-uns des jeux que j'ai ici, même si la plupart de mes jeux favoris n'ont pas pu y rentrer. Mais bon, bref, aucune importance. Sur ce, je vous remercie à nouveau d'avoir suivi cet épisode. Je crois que c'était le 15e cette semaine. Ouais, 15e, je crois, menu crowdfunding. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'hier, le premier épisode de Sur le pouce. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous en laisser un pour nous encourager. Et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très prochainement. À la prochaine!